Bonjour, je m'appelle Irbod Degani-Hazard et je suis en charge, comme membre du Conseil national des barreaux, de la commission ad hoc Marde. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame le professeur Nathalie Frissero, membre du Conseil supérieur de la magistrature et professeure à l'université Côte d'Azur, pour nous parler de l'actualité des Mardes. Cette séquence se situe dans la semaine des Mardes et vous allez avoir en tout 5 modules pour vous former, informer et réapproprier les Mardes. Chère Nathalie, merci d'avoir accepté de participer à mes côtés à cette séquence Actualité des Mardes. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les avocats, les praticiens et puis la commission Marde du CNB sur le problème justement de l'actualité des modes amiables de résolution des différends. Nous avons décidé ensemble avec Irbod de les envisager de manière globale, c'est-à-dire la totalité des modes amiables, conciliation, médiation, procédure participative, y compris la procédure participative de mise en état, mais uniquement sous l'aspect de l'actualité, et envisager bien sûr l'actualité jurisprudentielle et l'actualité législative, ainsi que les perspectives de réforme, puisque certaines actualités ne font pas encore partie du droit positif. Alors nous avons découpé cette séance en 2 grandes parties pour envisager finalement la manière dont l'avocat aborde les modes amiables quand il reçoit un client et qu'il a un dossier à traiter. Il y a d'abord l'aspect des modes amiables avant de décider d'enclencher une instance et avant tout procès, et ensuite l'actualité des modes amiables en cours d'instance quand un procès a déjà été engagé par l'avocat. Nous terminerons par le statut du médiateur si tu veux bien. Absolument, puisque là encore, il y a des modifications qui concernent bien sûr tous les mardes, avant et après procès, ce sera parfait. Voyons d'abord les modes amiables avant tout procès. Alors là encore, nous avons 2 catégories d'évolution à constater concernant d'une part les modes amiables imposés par un contrat et d'autre part les modes amiables imposés par la loi ou le décret bien sûr. S'agissant des modes amiables imposés par le contrat, comme il faut l'indiquer de manière générale, les avocats qui reçoivent un client qui a un litige contractuel, eh bien cet avocat doit lire impérativement la totalité du contrat. En effet, il a une chance sur 2 de trouver dans ce contrat une clause de règlement amiable préalable. Alors, quelles sont les conséquences pour l'avocat et le traitement du litige? Eh bien, la clause de règlement amiable rend la demande irrecevable, tant qu'on n'a pas tenté de réaliser le processus qui est prévu par le contrat. Quelle qu'en soit la nature d'ailleurs, un processus de conciliation, de médiation, de pseudo-arbitrage, puisqu'on rencontre des modalités extrêmement variées. Dans ce cadre, eh bien, il faut d'abord tenter le mode amiable et ensuite seulement on peut diligenter une procédure et signifier une assignation. Alors la jurisprudence... Sur ce point-là, on écarte bien évidemment, et on a de toute l'intervention, la médiation de la consommation et certaines médiations institutionnelles. On reste vraiment dans la relation directe entre le client et l'autre partie et la clause de médiation qui parfois peut être pathologique et poser en elle-même des problèmes. Tout à fait. Alors pour aller dans le prolongement de cette remarque tout à fait pertinente, on a de la jurisprudence de la Cour de cassation qui indique que lorsque la clause est ambiguë, qu'elle est mal rédigée et susceptible d'interprétation, il ne faut pas s'en dispenser pour autant, hein, bien au contraire. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et on s'aperçoit dans la jurisprudence que de temps en temps, on a des clauses qui prévoient des processus tout à fait, j'allais dire, disruptifs et pourtant le juge considère qu'il s'agit bien d'une conciliation préalable et il prononce quand même l'irrecevabilité de la demande. Donc c'est vraiment laissé à l'appréciation souveraine du juge. Il faut faire très attention parce que l'irrecevabilité de la demande, comme vous le savez, en procédure, elle n'est pas régularisable. La Cour de cassation a dit que si on assigne, qu'on signifie une assignation, qu'on la place, etc., et qu'on l'enrôle, eh bien la demande sera déclarée irrecevable et il n'y aura aucun moyen pour régulariser la situation et se rendre devant le médiateur ou le conciliateur. Et même... là, on peut la soulever pour la première fois en appel, cette irrecevabilité de la demande. Ce qui veut dire que l'avocat aura diligenté une procédure, il y aura eu un jugement de condamnation de l'adversaire. Eh bien, cet adversaire pourra faire appel et en appel soulever l'irrecevabilité de la demande. Alors, j'ai vu un arrêt de la Chambre commerciale de 2020 qui indiquait, c'est du 24 juin 2020, indiquant que la fin de non-recevoir avait été soulevée 5 ans après le début de la procédure, nécessairement on était à la fin de l'instance d'appel,
Eh bien, malgré tout, les juges ont admis que la demande était irrecevable, mais ils ont condamné la partie à 10 000 € de dommages et intérêts, puisque l'article 123 du Code de procédure civile nous dit que si on soulève une fin de non-recevoir tardivement, donc là, après 5 ans de procédure, eh bien, on risque des dommages et intérêts, mais néanmoins, la demande est irrecevable. Et en première instance, je suis sûr que l'avocat que tu es a des remarques à faire sur la compétence du juge de la mise en état, bien sûr, sur les fins de non-recevoir. Alors, je ne vais pas faire mes remarques aujourd'hui, puisqu'il va y avoir une séance spécifique, normalement, sur ces incompétences qui vont être soulevées. Et donc vous suivrez surtout cette séance parce que, effectivement, pour mettre en œuvre l'irrecevabilité quand vous êtes attaqué, quand votre client est attaqué alors qu'il y a une clause de règlement amiable, eh bien, il faut savoir exactement quand, comment opposer l'irrecevabilité. Donc voilà l'actualité sur ces clauses de règlement amiable insérées dans les contrats. Il y a aussi des clauses qui sont imposées par la loi. Absolument. C'est la deuxième partie de cette première partie, donc ce sont les modes amiables imposés par la loi ou le décret, bien sûr, c'est-à-dire toute norme qui est contraignante. Voilà. Sur ce point, nous avons 2 actualités. La première, on ne va pas la développer parce que ce sont des perspectives de réforme. Vous connaissez tous la TMFPO, la tentative de médiation familiale préalable obligatoire. Alors, pour l'instant, elle a été prorogée par la loi du 19 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. Mais la chancellerie nous a annoncé qu'on allait étendre l'expérimentation à 84 juridictions, alors que pour l'instant, elle n'est applicable que sur 11 juridictions. Alors, il y aura, je ne sais pas si c'est un amendement à la loi pour la confiance ou une autre loi, enfin bref, on nous a annoncé une extension de la TMFPO, mais pour l'instant, soyez rassurés, seules les 11 juridictions désignées sont encore concernées. La deuxième actualité, évidemment, c'est la tentative préalable de conciliation devant un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative assistée par avocat, que l'on retrouve dans l'article 4 de la loi J21, archi-modifié par la loi de 2019, et qui va encore être modifié par la loi pour la confiance dans la justice, dans l'institution judiciaire, puisque c'est annoncé et ce sera naturellement adopté d'ici la fin de l'année. Vous savez qu'on étend l'obligation de tentative amiable préalable aux troubles anormaux de voisinage. Donc tous les litiges en matière de troubles anormaux de voisinage seront concernés par cette tentative de conciliation. Et on précise bien, quel qu'en soit le montant, la barre des 5 000 € que l'article 750-1 du Code de procédure civile met pour les demandes en paiement ne concerne absolument pas le trouble anormal de voisinage. Alors, on pourrait évidemment développer les difficultés inhérentes à l'application de l'article 750-1, mais je dois bien reconnaître qu'on n'a pas de jurisprudence encore sur ce point, c'est un petit peu tôt. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que ça soulève des difficultés pour les avocats, en ce qui concerne notamment le fait que quand on fait une demande de tentative préalable de conciliation et qu'on respecte le texte, ça ne suspend pas la prescription, ça n'interrompt rien du tout, a fortiori. Et donc l'avocat est parfois dans une difficulté extrême lorsqu'il est contraint, parce qu'il réclame une somme de 4 000 €, de faire cette tentative alors qu'il sait que quelque temps après, il va y avoir une prescription et qu'il n'aura pas le temps d'interrompre la prescription, ou la forclusion d'ailleurs, par une assignation en justice. Alors, les avocats avaient pris l'habitude de contourner l'article 750-1 et de saisir le juge d'une demande de tentative préalable de conciliation judiciaire, les articles 818 et suivants du Code de procédure civile, à tel point que les juridictions se sont trouvées encombrées par des demandes de tentative de conciliation préalable, que bien sûr le juge peut déléguer sa mission à un conciliateur, mais tout ceci évidemment fait travailler et les juges et les greffes surtout, bien sûr, et les conciliateurs de justice par-dessus le marché, et nous savons qu'ils ne sont pas tous en nombre devant certaines juridictions. Alors, pour éviter ce contournement, malheureusement, le décret du 11 octobre 2021 a modifié l'article 820 du Code de procédure civile, parce que l'article 820 a été modifié et nous dit que, en dehors des cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 750-1, eh bien, en dehors de ces cas, on peut faire une demande de tentative préalable de conciliation judiciaire, mais si on est dans le cadre de 750-1, c'est-à-dire, je le répète, des demandes inférieures ou égales à 5 000 € ou bien tous ces conflits de voisinage listés par le texte, eh bien là, on ne peut plus
faire une demande préalable. Ce qui veut dire qu'on ne pourra plus interrompre la prescription ou la forclusion. En tout cas, la prescription, on pourra toujours le faire, bien sûr, mais la Cour de cassation l'a précisé dans un arrêt récent de 2021, on peut le faire dans deux cas. Premièrement, on rédige un écrit avec l'adversaire, un écrit, un contrat de médiation, voilà, de conciliation. Mais un simple envoi de courrier par l'avocat à la partie adverse, ça ne suffit pas. Non équivoque des deux parties. Absolument. Ou alors une réunion, une vraie réunion de conciliation ou de médiation. Donc ça limite quand même considérablement les possibilités de suspension. Sur ce point, je peux te demander juste en synthèse, donc à partir du 1er novembre prochain, il faudra être très vigilant de ne plus saisir le juge pour une tentative préalable de conciliation et, entre confrères, de nous assurer d'avoir une volonté non équivoque de rentrer dans un processus pour pouvoir l'opposer au délai. Sans quoi, on prend un risque professionnel parce que les délais vont courir et qu'on n'aura rien fait, ce qu'on aura fait ne sera pas pris en compte. C'est bien ça ? Alors, absolument. Et dans le prolongement, d'ailleurs, on a une autre possibilité. L'avocat du demandeur va écrire à la partie adverse en l'invitant à choisir une conciliation, par exemple, à prendre rendez-vous avec un conciliateur de justice, lui laisser 15 jours pour répondre. Et si la partie n'a pas répondu, on peut se servir de cet écrit pour dire qu'on était dans l'impossibilité de réaliser une tentative de conciliation ou de médiation, puisque l'adversaire s'est opposé à cette demande qu'on lui a formée. Et à ce moment-là, évidemment, on peut assigner sans difficulté, ou alors on assigne tout de suite, et ensuite on se prévaut de l'impossibilité d'agir. Voilà pour les mardes imposées par la loi. Parlons-nous maintenant des mardes intégrées ? Absolument. Donc, comme vous le savez, les modes amiables peuvent être intégrés dans une procédure, naturellement, ce qui signifie qu'on a déjà assigné et on se retrouve devant le tribunal. Alors, il y a un peu moins d'actualité de ce point de vue-là. D'abord, devant le tribunal judiciaire, bien entendu, nous avons la nouveauté qui consiste dans le cadre de l'article 776 du Code de procédure civile. Eh bien, c'est la fameuse audience d'orientation décidée par le président du tribunal, qui va conférer avec les avocats constitués pour savoir quel est le mode de mise en état que l'on va adopter et qui va leur demander s'ils ont l'intention de signer une procédure participative de mise en état. Mais je pense qu'il y a une formation qui va avoir lieu ici, dans cette semaine de la médiation, du moins des mardes, il y aura une formation spécifique sur le sujet de l'actualité de la procédure participative de mise en état. Alors je vous incite d'ailleurs très vivement à suivre cette formation. Et là, je vous parle avec ma casquette de membre du Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est vrai que les magistrats et les juges sont très favorables à la procédure participative de mise en état, et ils aimeraient bien que les avocats s'emparent de ce processus. Vous savez qu'il y a déjà des juridictions qui incitent les avocats, qui leur donnent des bulletins pour leur demander s'ils entendent faire cette procédure participative de mise en état. Donc je vous engage vivement à vous orienter dans cette direction. Ça correspond à une tendance générale de souhait à la fois d'amélioration de la qualité de la justice et en même temps de réappropriation par les avocats du déroulement de la procédure. Alors, sur l'actualité, on attend quand même quelque chose, un vrai texte, qui va enlever un frein réel à l'utilisation de la procédure participative de mise en état. 2 mots là-dessus ? Oui. Alors, le législateur a enfin entendu Irbod dans sa demande incessante de supprimer l'alinéa 2 de l'article 1546-1 du Code de procédure civile, puisque avant la signature de cette convention de procédure participative de mise en état, valait renonciation à se prévaloir d'une fin de non-recevoir ou d'une toute exception de procédure, etc. Donc là, le décret du 11 octobre 2021 a enfin répondu aux souhaits de l'ensemble de la profession, et effectivement, il est indiqué maintenant, comme vous le verrez demain dans la formation, que les parties peuvent renoncer. Voilà. On suppose qu'elles ne le feront jamais. Mais néanmoins, c'est une possibilité, ce n'est plus... Nos modèles vont être mis à jour, vous vous inquiétez pas, cette renonciation ne sera pas dedans. Absolument, bah oui, on s'en doute bien. Et la deuxième réforme du même décret du 11 octobre 2021, c'est l'article 1554 qui est modifié. Le rapport d'expertise amiable a la même valeur qu'un rapport judiciaire, et d'ailleurs c'est souhaitable puisqu'il était contradictoire. Exactement, c'est-à-dire que concrètement, on peut, sans être obligé d'aller devant le juge, faire un article 145, administrer une preuve
travailler le champ de la mission, saisir un expert judiciaire, avoir un rapport d'expertise qui a la même valeur et aller voir le juge si, au bout de ce rapport, on n'arrive pas à se mettre d'accord au regard de cette pièce, trancher le litige. Voilà pour l'actualité devant le tribunal judiciaire qui ouvre bien sûr toutes les perspectives sur la mise en état participative. La deuxième actualité, elle concerne l'injonction de rencontrer un médiateur qui a été généralisée. Alors je n'ose pas trop parler d'actualité parce que l'article 22-1 de la loi de 1995 ne date pas de la réforme tout à fait actuelle, mais enfin néanmoins c'est quelque chose qui tend à se développer. Alors, à cet égard, quand même, une précision particulière, mais qui ne concerne pas la première instance, qui concerne l'appel. On a un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mai 2021, qui est extrêmement important, parce que la Cour avait enjoint de rencontrer un médiateur au tout début de la procédure, puisqu'on était encore dans le délai pour l'appelant, pour conclure 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel. Les parties sont allées à cette réunion d'information, puisque de toute façon, on ne peut pas s'opposer. Il n'y a pas de motif légitime à invoquer pour s'opposer à une injonction du juge de rencontrer un médiateur. Elles y étaient parvenues, et plus de 3 mois après la déclaration d'appel, l'appelant avait conclu, après l'échec de la rencontre en question. Et naturellement, le conseiller de la mise en état lui a demandé ses observations vu de la caducité de la déclaration d'appel. Alors il a dit, si je n'ai pas conclu dans le 908, dans le délai de 3 mois, c'est parce que j'ai rencontré le médiateur sur injonction du juge. Et la Cour de cassation répond dans cet arrêt, quelque chose qui est d'ailleurs assez stressant pour les avocats, c'est que le simple fait d'aller à une réunion d'information qui n'est pas suivie d'un processus de médiation ne vaut pas suspension ou interruption des délais dits Magendie, mais je crois qu'il faut laisser Magendie de côté parce qu'en 2017 c'était déjà d'autres délais. En tout cas, ne suspend pas ou n'interrompt pas les délais d'appel. Donc il faut être extrêmement prudent. Alors là encore, le CNB et toute la communauté des juristes demandent à la chancellerie de modifier l'article 910-2 du Code pour qu'une injonction de rencontrer un médiateur puisse suspendre les délais. Autrement, ça interdit l'injonction avant l'expiration du 908 et du 909. Tant qu'on est dans les délais de caducité ou d'irrecevabilité, eh bien, cela interdit au juge d'enjoindre de rencontrer un médiateur. Donc voilà l'actualité qui n'est pas très encourageante dans la procédure d'appel, parce qu'en première instance, ce problème ne se pose pas. Puisqu'on a assigné, on a interrompu la prescription ou la forclusion, donc on peut prendre son temps pour rencontrer un médiateur. Mais on va y arriver. Pas de difficulté. C'est encore un peu de boulot, mais on va y arriver. Oui, on va y arriver, on finira par y arriver. Il y aura bien des décrets d'application sur la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, il faudra en profiter. Et puis il faudra peut-être en profiter aussi pour glisser ça au Conseil national de la médiation, qui va être mis en place. Belle liaison pour parler maintenant du statut du médiateur, merci beaucoup. Alors, sur le statut du médiateur, effectivement, là, il va y avoir... il y a déjà des modifications qui sont entrées en application. Je signale, pour les avocats médiateurs inscrits sur les listes près les cours d'appel, que le décret du 29 janvier 2021 a modifié le décret du 9 octobre 2017 pour prévoir que toutes les listes sont entièrement renouvelées 3 ans après leur publication. Donc ce sont des renouvellements par bloc, par cour d'appel, ce n'est pas un renouvellement national. Mais à la cour d'appel de Paris, si on a publié la première liste à telle date, eh bien 3 ans après, renouvellement complet. Même si on s'est inscrit il y a seulement 2 mois avant, tant pis, le renouvellement aura lieu aussi. Donc ça c'est déjà en application bien sûr. Après les perspectives de réforme, eh bien... En pratique, les listes ont pris un peu de retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on tolère le fait de laisser un tout petit peu, l'organisation n'est pas faite encore pour que les listes soient renouvelées intégralement. Ah oui. Mais par exemple, moi je vois sur le site de la Cour d'appel de Rennes, j'ai vu qu'ils indiquaient qu'on pouvait s'inscrire en cours de durée de validité, si je puis dire, mais que dans 3 ans, la liste serait entièrement renouvelée, quelle que soit la date à laquelle on s'est inscrit. Donc il y en a qui vont peut-être s'inscrire 2 mois avant le renouvellement, ils auront profité seulement de 2 mois d'inscription. Mais enfin, en tout cas, il faut que les avocats médiateurs inscrits sur les listes surveillent bien le point de départ et l'arrivée, parce que voilà... On fera un petit message de rappel avec le Centre national de médiation des avocats, à tous nos confrères. Oui, ça c'est très important. La deuxième série d'actualités, comme vous l'indiquiez, Monsieur le Président, eh bien cette deuxième série, c'est la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, puisque on ajoute le terme indépendance.
indépendance, à côté d'impartialité, compétence, diligence, il y aura le mot Neutralité. indépendance. Alors, cela étant, il faut relativiser parce qu'on l'a bien vu à propos de la médiation dans la consommation, l'indépendance était quand même un contenu variable. C'est-à-dire qu'il faut avoir une possibilité de prendre des décisions et un budget autonome. Mais on peut quand même dépendre d'une organisation professionnelle. Voilà. Donc, mais c'est quand même important que ce soit indiqué, bien sûr, ça manquait. Et puis, Surtout une harmonisation au niveau européen, puisque oui. le terme existe dans la directive et dans beaucoup d'autres législations. Absolument. Et comme de toute façon, il y a une exigence d'impartialité et que quand même l'indépendance a des liens, entretient des liens avec l'impartialité. Comment peut-on être impartial si on est dépendant de l'une des parties, directement ou indirectement? Donc je pense que c'était nécessaire que ça soit inclus dans cette exigence. Alors maintenant, nous ne pouvons pas anticiper sur les évolutions futures, puisque le Conseil national de la médiation fera peut-être des propositions disruptives dans ce domaine-là, qui seront suivies de textes nouveaux. Puis voyons ce qui sort des États généraux. Et voyons ce qui sort des États généraux, auxquels le CNB et la commission Marde va bien sûr participer avec un grand dynamisme. Merci beaucoup, Madame le Professeur, chère Nathalie, chère amie. Je vous retrouve bientôt pour une autre séquence de la semaine des Mardes. À très bientôt. Au revoir.